Encore le Haut-Gévaudan. Le lit était fait, la chambre prête. Pour leur veillée ponctuelle, les étoiles étaient allumées. L'air était calme, l'eau coulait. Il n'était besoin de servante ni de domestique. Quand nous nous levâmes, Baudet et moi, au vert caravansérail du bon Dieu. Pièce ancienne. 1. À travers le goulet. Le vent tomba pendant le dîner et le ciel resta clair. Aussi, fut-ce sous les meilleurs auspices que je chargeai Modestine devant la porte du couvent. Mon ami irlandais m'accompagna assez loin sur la route. Tandis que nous traversions le bois, on rencontra le père Apollinaire poussant sa brouette. Et il planta là son bêchage pour m'escorter, peut-être une centaine de mètres, retenant ma main entre les siennes. Je quittai d'abord l'un puis l'autre avec un regret nullement fin, pourtant avec la joie du voyageur qui secoue la poussière d'une étape avant de s'élancer vers une autre. Puis Modestine et moi remontâmes le cours de l'Allier, ce qui nous ramena dans le Gévaudan, vers sa source, dans la forêt de Mercoire. Ce n'était plus qu'un ruisseau sans importance, bien avant de cesser de le suivre. De là, une colline franchie, notre route nous fit traverser un plateau dénudé jusqu'au moment d'atteindre Chasseradès au soleil couchant. La compagnie réunie ce soir-là dans la cuisine de l'auberge se composait de tous les ouvriers employés aux études topographiques pour l'une des voies ferrées projetées. Ils étaient intelligents et de conversation agréable, et nous décidâmes de l'avenir de la France au-dessus d'un vin chaud, jusqu'à ce que l'heure tardive, marquée par l'horloge, nous chasse à coucher. Il y avait 4 lits dans la petite chambre à l'étage, et nous étions 6 à y dormir. Mais j'eus un lit pour moi seul, et je persuadai mes compagnons de laisser la fenêtre ouverte. « Hé, bourgeois, il est 5 heures !» Tel fut le cri qui m'éveilla au matin, samedi 28 septembre. La chambre était remplie d'une buée transparente qui me laissa obscurément entrevoir les 3 autres lits et les 5 bonnets de nuit différents sur les oreillers. Mais par-delà la fenêtre, l'aurore empourprait d'une large bande rouge le sommet des montagnes et le jour allait inonder le plateau. L'heure était suggestive et il y avait là promesse de temps calme qui fut parfaitement tenue. J'étais bientôt en chemin avec Modestine. La route continua pendant un moment sur le plateau et descendit ensuite à travers un village abrupt dans la vallée du Chassezac. Son cours glissait parmi de verdoyantes prairies, dérobées au monde par ses berges escarpées. Le genêt était en fleurs et de ça, de là, un hameau envoyait au ciel sa fumée. À la fin, la Sente traversa le Chassezac sur un pont et, abandonnant ce ravin profond, se dirigea vers la crête du Goulet. Elle s'ouvrait passage à travers l'Estampes, par des plateaux, des bois de hêtres et de bouleaux, et à chaque détour me découvrait des spectacles d'un nouvel agrément. Même dans le ravin de Chassezac, mon oreille avait été frappée par un bruit semblable à celui d'un gros bourdon sonnant à la distance de plusieurs milles, mais à mesure que je continuais de monter et de me rapprocher, il paraissait changer de ton. Je constatai enfin qu'il était provoqué par un berger qui menait paître son troupeau au son d'une trompe. L'étroite rue de l'Estampe, d'un bout à l'autre, débordait de moutons, des moutons noirs et blancs, bêlant avec ensemble comme chantent les oiseaux au printemps, et chacun s'accompagnant de la clochette pastorale suspendue à son cou. Cela faisait un impressionnant concert, tout à l'aigu. Un peu plus haut, je passai près de 2 hommes perchés dans un arbre, armés d'une serpe à émander. L'un d'eux fredonnait une chanson de bourrée. Un peu plus loin encore, et tandis que je pénétrais déjà sous les bouleaux, le chant des coqs me parvint joyeusement, et en même temps se prolongea la voix d'une flûte qui modulait un air discret et plaintif dans l'un des villages des hauteurs. Je me représentai un maître d'école rustique,
aux joues de pommes d'api, grisonnant, qui jouait du chalumeau dans son bout de jardin, au soleil du clair automne. Ces diverses musiques d'un charme singulier m'emplissaient le cœur d'une expectative insolite. Il me semblait qu'une fois franchi le contrefort que j'escaladais, j'allais descendre dans le paradis terrestre. Et je ne fus point déçu, puisque j'étais désormais entraîné à la pluie, à l'ouragan, à la désolation de l'endroit. Ici s'achevait la première partie de mon voyage, et c'était comme une harmonieuse introduction à l'autre, et bien plus belle encore. Il y a des degrés dans la chance, comme dans les pénalités, outre la peine capitale. Et les esprits bénéfiques m'entraînèrent alors dans une aventure que je relate au bénéfice des futurs conducteurs de bourriquots. La route faisait de si amples zigzags au flanc de la montagne que j'empruntai un raccourci tracé à la carte et à la boussole et m'engageai à travers des bois rabougris afin de rattraper le chemin un peu plus haut. Ce fut l'occasion d'un sérieux conflit avec Modestine. Elle ne voulait rien savoir de mon raccourci. Elle se retourna vis-à-vis de moi, marcha à reculons, rua, et elle, que je m'imaginais muette, se mit à braire très fort, d'une voix enrouée, comme un coq annonçant la naissance de l'aurore. Je piquai de l'aiguillon d'une main, et de l'autre, tant la montée était roide, il me fallait maintenir le bas. Une demi-douzaine de fois, ma bête fut à 2 doigts de me dégringoler sur la tête. Une demi-douzaine de fois, par pure faiblesse d'âme, je fus sur le point d'abandonner mon dessein et de reconduire Modestine au bas de la pente afin de suivre la route. Mais j'envisageai la chose comme une gageure et m'obstinai malgré tout. Je fus surpris, alors que j'atteignais de nouveau la chaussée, par la sensation de gouttes de pluie qui tombaient sur mes mains, et à plusieurs reprises je levai des yeux étonnés vers le ciel sans nuages. C'était simplement la sueur qui me coulait du front. Au sommet du goulet, il n'y avait plus de route tracée, uniquement des bornes dressées de place en place afin de guider les bouviers. Le sol moussu était sous le pied, élastique et odorant. Je n'avais pour m'accompagner que quelques alouettes, et je ne rencontrai qu'un chariot à bœufs entre l'Estampes et Blémard. Devant moi s'ouvrit une vallée peu profonde, et à l'arrière, la chaîne des monts de la Lozère, partiellement boisée, aux flancs assez accidentés dans l'ensemble, toutefois d'une configuration sèche et triste. À peine apparence de culture. Pourtant, aux environs de Blémard, la grande route de Villefort à Mende traversait une série de prairies plantées de peupliers élancés et de partout toutes sonores des clochettes des ouailles et des troupeaux.